Bonjour à tous, merci Gradia et merci à la thématique phare de m'inviter aujourd'hui à venir présenter TerraLab. Donc évidemment, je vais vous faire une présentation qui va durer en gros une demi-heure. Et puis après, on pourra échanger. L'objectif ici, c'est de vous donner un aperçu de ce qu'est cet objet TerraLab, de ce qu'on fait au niveau européen sur TerraLab, et puis du coup aller un peu vers tout ce qui est partage de données, ce qui se passe aussi un peu. J'ai préparé quelques slides à la fin pour vous expliquer ce que c'est que GaiaX, vous avez peut-être entendu parler, en tout cas, qui est mentionné assez souvent ces derniers temps et dans lequel on est assez actif. Et donc, ça vous permettra d'avoir une vue sur ces nouveaux défis au niveau européen. Donc voilà, TerraLab. Alors, TerraLab est un institut Mines Télécom. TerraLab, on est une plateforme nationale. On est rattaché à la direction générale de l'Institut Mines Télécom. Et d'un point de vue administratif, maintenant, on fait partie d'une entité qui s'appelle IMT Transfert, qui est une SA à actionnaire unique IMT. Donc ça, c'est le point de vue administratif. On travaille avec toutes les écoles de l'IMT, bien évidemment. Et puis, on travaille aussi avec des instituts de recherche autres. On favorise les collaborations au niveau régional, national et européen. Alors, est-ce que j'arrive à... Ouais, bouger les slides. Qu'est-ce que c'est que TerraLab en fait? Quand est-ce qu'on a commencé? Pourquoi est-ce que ce truc, cette plateforme, alors je vais vous expliquer parce que plateforme, tout est un peu plateforme, mais en tout cas, à quoi on sert et pourquoi est-ce qu'on a été initié? Donc en fait, TerraLab, à l'origine, c'est un plan d'investissement d'avenir. On avait répondu à un appel à projet du plan d'investissement d'avenir en 2012. Et la plateforme est opérationnelle depuis janvier 2014. Alors à l'époque, on parlait de big data, maintenant on parle d'IA, mais en fait, on est toujours autour de la donnée et on cherche à réduire cette marche à l'entrée qui quelquefois est un peu haute pour les entreprises, pour accéder à des nouvelles technologies, des choses qui sortent de laboratoires de recherche et pour pouvoir les expérimenter autour de leurs données. Alors, je ne me suis peut-être pas présentée aussi au départ. Moi, je suis la directrice de TerraLab à l'IMT et je travaille autour de TerraLab depuis 5 ans et demi. Donc, voilà. Donc, TerraLab, c'est une plateforme d'expérimentation. C'est-à-dire que nous, on va chercher à favoriser l'innovation. Donc, ces trois bulles en haut, là, l'innovation, la recherche et l'enseignement. Et favoriser ce lien entre les entreprises qui ont des données, les entreprises innovantes ou start-up et les laboratoires de recherche, mais aussi permettre aux étudiants de pouvoir expérimenter autour des données. Et moi, si je suis une entreprise, telle que je le vois, en fait, c'est très compliqué de faire travailler directement sur ma donnée. C'est très compliqué parce que ma donnée, elle a de la valeur et que ouvrir mon SI pour donner un accès à ma donnée, c'est un peu compliqué. De la même façon, envoyer ma donnée sans avoir de garantie sur la façon dont elle va être stockée, utilisée, dans un périmètre bien défini, etc., c'est un peu compliqué. Donc nous, finalement, on va se positionner là, TerraLab, en étant un tiers de confiance. On va amener à la fois des machines qui sont sécurisées, souveraines, je dirais même neutres dans le sens où on utilise de l'open source. Nos machines sont à Douai, moi je suis basée à Paris, l'équipe technique de TerraLab est à Rennes. Et donc ces machines-là, en fait, au-dessus, on va travailler avec le ou les propriétaires de données pour mettre à disposition un espace de travail qui est évidemment hermétique par rapport aux autres espaces de travail, dans lequel on va aller mettre une architecture, des outils, et puis une sécurité au-dessus de contrôle d'accès sur les données. Cette sécurité, elle est évidemment technique, mais elle est aussi juridique, c'est-à-dire qu'on va aller travailler avec le ou les propriétaires de données, leur service de sécurité pour montrer toute la politique de sécurité qu'on va pouvoir mettre autour des données, les documents, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partir d'un niveau assez ouvert à un niveau complètement fermé selon la sensibilité des données et selon les documents juridiques qu'on va pouvoir signer ensemble.
et puis évidemment le cadre légal dans lequel on se trouve. Donc, on vient aussi aider les entreprises à bien définir leur cadre légal. Et puis, on va aider aussi à faire en sorte de montrer vraiment qui on est pour faire en sorte que la recherche et l'innovation ait lieu. C'est vrai que si on sécurise complètement l'espace de travail, s'il devient complètement un coffre-fort, l'utilisation de ces données, la manipulation de ces données par les entreprises, les étudiants ou les chercheurs devient moins agile. Donc, on cherche cet équilibre assez fin là, entre sécurité et agilité qui est nécessaire pour la recherche et l'innovation. Donc, nous, voilà, TerraLab, c'est cette partie bac à sable qu'on définit, que j'ai montré là, ici, hein, qui va permettre de définir à la fois une architecture, mettre des outils, définir une sécurité, et puis la partie service où on va aller accompagner à formaliser le cas d'usage avec les partenaires qui pourront venir travailler dessus. Hein. Cette architecture qu'on va définir avec les entreprises, on cherche aussi qu'elle soit la plus proche possible de ce qu'ils pourraient imaginer eux en production, c'est-à-dire qu'elle soit compatible avec leur politique SI. L'idée, c'est qu'on pense transfert de technologie dès le départ, dès le début d'une expérimentation. À la fin d'une expérimentation, typiquement, on n'a plus les données, sauf s'ils nous demandent de garder les données. Donc, on va définir, par exemple, aussi le responsable sécurité, la façon dont les données vont arriver dans l'espace de travail, tout comme la façon dont les données vont disparaître, détruites à la fin de l'expérimentation. L'expérimentation, elle peut avoir des durées variables. Si on est sur de l'innovation, je dirais assez petite, c'est un POC de 3 mois. Mais après, on voit bien que sur des travaux de recherche, la donnée, on va pouvoir la garder 3 ans, 5 ans, ou même une année si c'est juste un postdoc. Mais on va aussi définir tout ce cadre-là avec. Donc, les bulles violettes, là, bleues en bas, c'est vraiment ce qui est important, c'est-à-dire que c'est un environnement sécurisé et souverain. On va adapter le niveau de sécurité. On a évidemment un modèle économique sur TerraLab, c'est-à-dire que le plan d'investissement d'avenir nous a permis d'initier TerraLab et le plan d'investissement d'avenir s'est terminé fin 2018. Pendant le plan d'investissement d'avenir, on a montré la viabilité économique de la plateforme, ce qui nous a permis de continuer notre vie au-delà. Donc, nous, notre objectif n'est pas de faire des bénéfices, notre objectif est de couvrir nos coûts. Donc, et nos coûts, la structure de nos coûts, c'est la dimension de l'espace de travail, hein, CPU, RAM, espace de stockage, et puis du jour RAM en fonction du niveau de service et d'accompagnement qui est demandé. Alors, évidemment, comme je vous disais, on cherche à faire en sorte qu'on pense transfert de technologie dès le départ. Donc, on favorise ce transfert en définissant bien le cadre dès le début, aussi bien au niveau propriété intellectuelle, outils qui sont utilisés et formalisation du cas d'usage. L'objectif étant qu'à la fin, les entreprises qui viennent travailler soient aussi capables de commencer à évaluer un retour sur investissement pour investir par la suite. Donc, depuis le début, depuis janvier 2014, on a hébergé, accompagné plus de 70 projets. Donc, un projet étant entre 3 mois et 3-5 ans. En parallèle, en général, en simultané sur TerraLab, on a à peu près une quinzaine de projets, 15-20 projets. Donc là, j'ai un peu expliqué, donc je suis désolée, tous mes slides sont un peu en anglais, mais l'objectif de TerraLab, hein, la façon dont on accompagne, c'est vraiment aller trouver au sein de la communauté des chercheurs, des innovateurs, des propriétaires de données. Donc là, on fait ces liens avec toute cette communauté. On va aider à la formalisation du cas d'usage, comme je disais. On va aller aider aux spécifications d'architecture. On va accompagner sur toute la réglementation et les aspects juridiques autour du projet. Et on va apporter ces outils et cette plateforme technique pour pouvoir faire en sorte que ces expérimentations aient lieu. Donc, évidemment, la data se trouve un peu partout. Alors là, ce n'est pas exhaustif. Hein, ça fait longtemps que je n'ai pas remis à jour tous les logos, donc c'est juste informatif. Mais voilà, c'est des thématiques sur lesquelles on a travaillé hein, en agriculture, mobilité, énergie, e-gouvernement, logistique, assurance. Et les 3 en bleu en haut, en fait, c'est vraiment des thématiques sur lesquelles on met une grosse énergie parce que c'est aussi des thématiques qui sont très importantes au sein de l'IMT. Donc, la cybersécurité, je dirais que nous, ce qui nous intéresse beaucoup dans la cybersécurité, ça va être plutôt la mise en forme des données
pour qu'on puisse travailler dessus. Donc, anonymisation, crypto, ce genre d'outils. En fait, c'est finalement la cyber au service de l'IA. Hein, finalement, comment est-ce que je vais permettre de sécuriser ces données pour qu'on y accède. Et puis après, les deux autres, c'est plutôt des verticaux. Donc, évidemment, la santé, qui est aussi un thème de recherche important à l'IMT, sur lequel on a des projets en cours. Et puis, l'industrie, où on a eu pas mal de projets, on en a encore en cours, où ça va être des choses autour de la maintenance prédictive, par exemple, des usines connectées, où ça va permettre de faire venir un certain nombre d'acteurs aussi. Alors après, je pourrais vous donner des exemples sur d'autres thématiques, mais on pourra revenir aussi sur le sujet quand vous aurez si vous avez des questions. Alors, je vous disais évidemment qu'au niveau européen, on s'est beaucoup développé. Ça fait 5 ans qu'on travaille beaucoup avec l'Europe parce qu'on a vu des initiatives qui nous intéressaient et que finalement, cet ovni un peu national qui était Terra Lab, on retrouvait on avait des liens avec des initiatives qui existaient dans d'autres pays. Donc, on a eu quelques reconnaissances au niveau européen, notamment au sein du BDVA. Alors, le BDVA, c'est le Big Data Value Association, qui est une association qui va animer le PPP. Alors ça, je vais vous donner beaucoup d'acronymes, j'espère que je ne vais pas vous noyer en dessous. Mais en tout cas, le PPP Big Data, c'est vraiment le PPP Big Data, c'est lui qui va après sortir des appels européens sur la thématique du Big Data. Enfin, en tout cas, qui va faire sortir ces appels. Donc, nous, depuis l'existence de ce prix au niveau du BDVA, qui est ce qu'appelle les iSpace, comme Innovation Space, on a été très, très identifiés. En 2016, on était 4 à l'avoir. Nous, en France, les Allemands en moins, les Autrichiens et les Suédois sont venus ensuite se rattacher, les Espagnols, les Italiens. Enfin voilà, maintenant on est bien plus nombreux et c'est très bien. Et en 2020, on a eu le niveau le plus élevé que j'ai affiché là, qui est le Gold. Et dans ce prix-là, en fait, il est important parce qu'il va à la fois reconnaître l'expertise technique, hein, qui est tout ce que je vous ai expliqué pour la mise à disposition de moyens en fait, pour faire en sorte que ces expérimentations aient lieu, mais aussi, et c'est ça qui est différenciant entre le silver et le gold, l'impact économique que ont ces expérimentations, ce qui montre qu'on a eu des success stories, qu'il y a eu des mises en production, et ça c'est important. Au niveau européen, il y a aussi un acronyme qui a été défini il y a, je dirais, 3 ans, qui s'appelle les DIH, comme Digital Innovation Hub. Alors, si je schématise très rapidement, un DIH, c'est la structuration d'un écosystème régional qui va permettre de mettre en relation des académiques, des entreprises innovantes, des grands groupes, des associations, de la formation, avec au centre de tout ça des moyens techniques, des centres de compétences pour faire en sorte que l'objectif de la même façon, c'est qu'il y ait du transfert de technologie et que finalement ce qui se passe dans les laboratoires de recherche puisse être aussi transmis vers des PME, vers des grands groupes. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Donc, ils ont défini ce concept de Digital Innovation Hub et en 2019, Terra Lab, on a été aussi récompensé comme faisant partie d'un des 30 DIH européens en intelligence artificielle. Il y avait à peu près 150 candidatures. Du coup, on a pas mal de projets européens. Alors, je ne vais pas aller vous décrire en détail chacun des projets européens. Il y en a 2 qui viennent de se terminer. Celui-là, c'était le premier DIH qu'on avait vraiment mis en place sur le manufacturing. Boost, ce n'était pas un DIH, mais c'était aussi, là, c'était sur les usines connectées. Ceux qui sont en cours, c'est ceux que j'ai mis sur la partie droite. Donc, on a un rôle assez important dans la plateforme européenne d'intelligence artificielle qui s'appelle AI for EU, où on va amener vraiment toute l'expertise de Terra Lab et où on va amener aussi la composante de marketplace, qui est quelque chose qu'on a aussi commencé à développer sur Terra Lab. Alors,
marketplace, encore un buzzword, je dirais, mais en gros, l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre à disposition une vitrine des résultats algorithmiques, datasets, modèles, dans aussi un environnement sécurisé, c'est-à-dire protégeant l'IP de ceux qui vont développer, si c'est nécessaire. Après, ça peut être aussi des liens vers de l'open source. Dans les projets qui sont en cours, on a aussi, qui ont commencé aussi depuis, qui sont moins récents. En fait, on a Matrix, qui est un projet où là, c'est des compétitions en robotique. Et là, je trouvais que c'était intéressant parce que ça faisait lien entre robotique et data. Et finalement, les résultats de ces compétitions en data vont arriver sur TerraLab et vont pouvoir être évalués. C'est un projet qui est dirigé par le Laboratoire national d'essai. Il y a Assistant, hein, que IMT Atlantique connaît bien, qui est un gros projet européen sur aussi le manufacturing et la robotique. Nous, on a un tout petit rôle, hein, c'est IMT Atlantique qui a vraiment un rôle important dessus. Et nous, on a un petit rôle. Et notre rôle, c'est vraiment de faire le lien entre Assistant et AI4. Les autres, EU Hubs for Data, dont le logo fait qu'on ne le voit pas du tout sur ce slide, en fait, c'est un peu pareil que ce que j'expliquais au sein du BDVA, c'est des liens entre ces différents iSpace ou DIH. Et en fait, là aussi, c'est comment est-ce qu'on peut faire une fédération, un catalogue en fait, qui va permettre de faire des expérimentations rapides en faisant travailler les Italiens, les Espagnols, les Français. Donc, on a aussi un rôle assez important. DIH for AI, il vient de commencer. Et là aussi, là, c'est un peu la suite de cette partie-là où on était reconnu comme un des 30 DIH en intelligence artificielle en Europe. L'idée, là, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que, moi, je ne sais pas, une PME française est intéressée par des choses qui sont plutôt dans un DIH italien. Et du coup, on va faire ces liens entre ces différents DIH au niveau européen. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, on en a un qui commence en mars, là, qui est un gros projet qui va durer 5 ans, là, qui est en santé avec la PHP et Sorbonne Université. Et voilà, ça, c'est un projet sur des maladies cardiovasculaires. Donc, ça, c'est juste pour vous dire que le scope européen de TerraLab est un scope assez large sur lequel on a beaucoup de projets européens et on essaye d'impliquer le plus possible aussi les laboratoires de recherche de l'IMT comme des autres instituts, mais c'est vrai qu'on a quand même un ADN assez proche de l'IMT avec qui on se connaît bien. Donc, voilà. Je pourrais après vous expliquer plein d'autres choses encore autour des DIH, mais ce n'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui. Là, je vais vous donner une vue assez générale. Donc, au sein de l'Institut Mines Télécom, il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'Académie franco-allemande pour l'industrie du futur entre l'IMT et la TUM. Cette académie existe maintenant depuis, je ne sais pas, ça va faire 3 ans, 4 ans. Il y a déjà eu, et l'objectif, ça a été lancé par Bercy en France et par le BMWI en Allemagne. Et l'objectif, c'est vraiment de faire des projets bilatéraux avec des équipes de recherche françaises de l'IMT et allemandes de la TUM et avec des applications industrielles. Donc, au sein de l'AFA, qui est l'acronyme qu'on utilise à l'IMT, l'Académie franco-allemande, en fait, on a aussi, du coup, étendu le fonctionnement de TerraLab avec la TUM. Et ça a été aussi l'occasion de pouvoir étendre le fonctionnement de la marketplace, qui est toujours un peu en cours de... qui va bientôt sortir, là, qui est toujours un peu en cours de développement. Mais pareil, pour pouvoir permettre au laboratoire de l'IMT et au laboratoire de la TUM de mettre en avant ces résultats de la recherche pour des entreprises, pour qu'elles puissent vraiment tester sans pouvoir non plus récupérer la propriété intellectuelle. Voilà. C'est aussi pour protéger les laboratoires, mais de la même façon, de pouvoir accéder à des données de recherche qui, pour l'instant, sont un petit peu éparpillées. Alors, ça, c'est aussi assez important. En fait, de ma propre expérience, depuis que je travaille sur TerraLab, en fait, au début, c'était des acteurs seuls, et puis, en fait, j'ai vu arriver des filières entières. Et donc, la filière entière, si je prends un constructeur et ses fournisseurs, on commence à se poser la question du partage de la donnée. Donc, très tôt, on s'est intéressé à International Data Space Association, qui est une association de statut allemand à vocation internationale, et qui va en gros pousser des standards. C'est une association de lobbying. Maintenant, il y a 20 pays, 120 partenaires.
qui va pousser des standards sur qu'est-ce que ça veut dire de partager de la donnée. Hein, c'est-à-dire que si on veut passer à l'échelle, si on veut sortir du mode assez artisanal dans lequel on travaille actuellement, comment est-ce que j'identifie un espace de données, je certifie que c'est un bon espace de données, comment je m'y connecte, quel est le protocole d'échange, quelle est l'organisation tiers qui va pouvoir vérifier que l'usage de la donnée est bien compatible, enfin respecte bien le cadre dans lequel il se trouve, le cadre contractuel. Donc, cette association-là travaille dessus depuis 4 ans, et on travaille avec eux depuis 4 ans, et on est devenu leur représentant français depuis 2019. Et donc là, il y a des logos en bas donc il y a VTT en Finlande, TNO aux Pays-Bas, CTO en République tchèque, qui sont respectivement des hubs dans leur pays, chez Friel en Italie, etc. Donc, on travaille là-dessus. Et en fait, tout ça, ça nous amène petit à petit à Gaia-X. Là, je vous donne une tonne d'informations, on aura de quoi discuter après. Hein. Gaia-X, en fait, du coup, on a été impliqué depuis 1 an et demi, en fait, à travailler sur Gaia-X. Alors, pourquoi Gaia-X? En fait, c'est que on voit bien que il y a des providers il y a des grands providers de cloud qui vont de plus en plus loin dans la chaîne de valeur. Et en fait, pour les entreprises, il y a un vrai risque à un moment de se retrouver enfermé dans une solution cloud. En Europe, en fait, on a aussi des entreprises qui sont tout à fait intéressantes, mais qui sont peut-être plus sur certains secteurs de toute cette chaîne de valeur. Donc, si on veut continuer à être compétitif et ne pas être dépendant en tant qu'Européen de solutions qui sont extra-européennes, il faut aussi qu'on ait des règles du jeu qui soient un petit peu claires sur la façon de fonctionner. Pour l'instant, je dirais un petit peu le Far West. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire au niveau interopérabilité? C'est-à-dire, si un jour je suis chez un cloud provider et que je veux aller chez un autre, comment est-ce que ça se passe? Combien ça me coûte? Quelles sont les règles? On a aussi des sujets d'inquiétude par rapport à des lois extraterritoriales européennes. Et ça, c'est vrai au niveau de mon infrastructure, mais c'est vrai aussi au niveau de mes données ou au niveau de mes logiciels. Le jour où je veux bouger, en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est aussi simple? Puis je vois aussi des entreprises où ils vont avoir un bout de leur infrastructure qui va être chez un cloud provider. Pour d'autres choses, ils vont être chez un autre. Pour encore d'autres sujets, ils vont être sur leur propre SI. Finalement, tout ça, comment est-ce que ça circule? Comment est-ce que ça discute? Donc voilà, Gaia-X, en fait, est une association de statut belge portée à l'origine par des membres fondateurs, donc il y a tous les logos en bas, dont l'IMT, 11 membres fondateurs français, 11 membres fondateurs allemands. Le lancement a été fait le 4 juin dernier par une conférence de presse entre Bruno Le Maire et Peter Altmaier, puisque à l'origine, l'initiative de Gaia-X a été portée par le franco-allemand. Et maintenant, il y a beaucoup plus de membres et c'est devenu une association européenne. Nous, notre travail en tant que membres fondateurs, ça a été de mettre en place la gouvernance de l'association, c'est-à-dire de dire, par exemple, le conseil d'administration, le board of directors, ne peut être constitué que d'entreprises dont le siège social mondial est européen. Et c'est ce conseil d'administration qui est le seul qui va pouvoir valider les règles du jeu, en fait, le cœur du réacteur. L'idée de Gaia-X n'étant pas de réinventer la roue, mais de rassembler ces règles du jeu en un seul et même endroit. Et c'est eux seuls qui vont pouvoir les valider. Donc, ces règles du jeu, je vais pouvoir un petit peu vous les expliquer après, qu'est-ce que j'appelle règles du jeu, sachant que Gaia-X va aussi pouvoir, à terme, aussi fournir des composants. Donc, en fait, ici, j'ai juste voulu rappeler, j'ai poussé ma barre qui me gêne, voilà, pourquoi est-ce que Gaia-X? Donc, vous avez vu que l'Europe, l'année dernière, a sorti un document sur sa stratégie au niveau de la data. Donc, là, c'est juste pour rappeler Attendez, parce que je suis gênée par ma barre qui me... Donc, la stratégie européenne, en fait, ici, elle fait juste des constats qu'on a. Donc, j'imagine que vous connaissez aussi un peu cette stratégie sur la transformation digitale. On voit bien qu'une même donnée peut être utilisée par différentes entités pour différents usages.
Finalement, il y a un côté ressources. On parle souvent de la data qui est le nouveau pétrole. Je ne sais pas si c'est la bonne analogie, mais enfin, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et que, évidemment, l'Europe a besoin d'améliorer un peu ses infrastructures, son offre technologique et surtout la gouvernance qui va après gérer cette économie de la donnée. Bon, là, je ne vais pas vous refaire le blabla, je vais passer vite dessus parce que je pense que vous connaissez bien tout ça, que la donnée est essentielle pour pouvoir faire de l'IA, que pour l'instant, il n'y a qu'une petite partie qui est sur le edge, mais à terme, on voit bien que le edge va devenir une part importante, que l'Europe a déjà fait pas mal de choses au niveau du GDP, du RGPD, de la libre circulation des données non personnelles, etc., mais qu'en fait, il y a un besoin d'aller plus loin. Donc, la vision de cette stratégie européenne, c'est vraiment de dire que d'ici 2030, en fait, il va falloir pouvoir créer ces grands espaces de données, qu'on puisse les partager, mais aussi porteurs de données de valeur européenne. Et qu'il faut créer ce qu'il appelle le Single European Data Space. C'est vraiment ça. On a besoin de ces masses de données et d'une masse suffisamment critique pour que dessus, on puisse développer des nouveaux produits, des nouveaux process, des nouvelles recherches. Mais en même temps, il faut qu'on puisse protéger les assets digitaux en fait, de ces entreprises pour que ça puisse, que ce partage, ces espaces de données puissent exister. Donc, la situation actuelle, c'est que évidemment, on n'arrive pas à avoir accès vraiment à ces données, qu'il faut qu'on a ces problèmes d'interopérabilité, que ces espaces de données, ok, c'est sympa, on veut bien qu'ils existent, mais pour l'instant, il faudrait quand même qu'on ait une gouvernance assez claire sur comment ça se passe. Et puis là, pour l'instant, ces infrastructures n'ont pas cette capacité de pouvoir soutenir cette demande. Donc GaiaX, alors ça, ce schéma, si vous avez suivi des conférences GaiaX, vous le voyez vous le voyez souvent. Donc il n'est pas super simple, mais bon, je vais essayer de vous l'expliquer, mais c'est juste là pour vous expliquer que finalement, ça va sur toute cette couche GaiaX, et c'est ça qui est assez innovant. C'est-à-dire que il existait des choses sur les parties infrastructure et cloud. Il existe des choses un peu sur des parties peut-être plus data, mais finalement, GaiaX, et c'est pour ça que je dis que l'important, c'est qu'on ne réinvente pas la roue, va englober tout ce scope. C'est-à-dire qu'il y a des parties compliance au niveau des infrastructures, il y a toute cette partie portabilité, interopérabilité et éviter le vendor lock-in pour les entreprises, que ce soit aussi bien chez un cloud provider que sur du edge. C'est là à nouveau, on réinsiste. GaiaX va aussi fournir une fédération de services pour aider, accompagner cette interopérabilité et puis cette souveraineté, sachant qu'évidemment, la souveraineté, attention, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement désigné par la localisation géographique des serveurs, par exemple, pour un cloud provider. C'est pour ça que c'est un sujet qui est assez sensible. Et puis, évidemment, la création de ces espaces de données qui ne sont pas hermétiques les uns par rapport aux autres. Et attention, espace de données ne veut pas dire data lake, c'est-à-dire que ce n'est pas une grosse base de données dans laquelle on va vraiment tout mettre. Donc, ces espaces de données sur des thématiques comme l'industrie, la mobilité, la finance, l'énergie, l'agriculture, la santé, l'éducation, évidemment, le secteur public, le Green Deal, voilà. Donc là, en ce moment, c'est un peu tout ça qui est en train de se passer au niveau de GaiaX. GaiaX donc, a commencé avec 22 membres fondateurs. Il y a eu aussi un sommet en novembre. Et là, actuellement, je crois qu'il y a à peu près 200 membres, 200 entreprises, groupes industriels. Évidemment, il y a les GAFA qui sont intéressés à GaiaX. Et c'est tant mieux parce que ça veut dire que tout membre qui vient dans GaiaX reconnaît les policy rules, les codes de conduite, et les architectures de standards, c'est-à-dire les standards sur lesquels va se reposer GaiaX. Donc, le fait de venir dans l'association veut dire qu'on reconnaît ces codes de conduite et ces architectures de standards. Là, c'est une autre façon d'illustrer. On essaye d'être un peu plus pédagogue. Donc, on aura l'occasion d'en rediscuter. Je rebouge ma barre. Donc là, on voit que les participants, c'est à la fois, et ça c'est important dans GaiaX,
des cloud providers, mais c'est aussi des utilisateurs. C'est la recherche aussi qui est dedans. Ici, en fait, c'est les thèmes qui sont très importants. Donc, Identity and Trust, la fédération d'Identity Management, la gestion de cette confiance, les accès, les Federated Access, permettre un échange de données souverain. Donc, c'est pour ça qu'il y a les Policy and Usage Control. Il y a aussi les catalogues, la Federated Catalog, avec tout ce qui va être l'autodescription, de la gouvernance, du monitoring, et puis la compatibilité, la compliance par rapport à ces différents règlements. Donc, c'est très rapide. Là, je vous ai fait une présentation très rapide de Gaia-X et de TerraLab, mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on puisse aussi échanger. Donc, c'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu prendre trop de temps à la présentation très formelle. Donc, voilà. Donc, place aux discussions et aux échanges.